Salut Cédric, Salut. ça va bien? Ouais, toi? Oui, très bien. Présente-toi donc, s'il te plaît. Cédric Sozani, 36 ans, et je travaille chez Progression Live avec cette personne. Avec moi? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça doit faire 6 ans et demi, à peu près. Probablement, Au oui. mois d'août, ça va faire 7 ans. 7 ans? Ouais. Puis c'est quoi la nature de notre relation au-delà du travail? Ben, comme tu dis, travail, par là qu'on s'est connus, mais on a viré pas mal très amical en dehors du travail. Assez rapidement, Ouais. effectivement. Puis, en fait, le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est de parler d'un cancer que tu as. Mhm. C'est quoi le type de cancer que tu as? C'est un cancer de l'œsophage, donc c'est vraiment à l'entrée juste avant l'estomac. Donc dans le fond, j'ai la valve de l'estomac qui ne ferme pas correctement. Je fais du reflux gastrique et visiblement c'est ça qui aurait qui aurait déclenché mon cancer à l'œsophage. Puis, historiquement, ton reflux gastrique, c'est-tu quelque chose qui a toujours été? Oui, mais je ne le savais pas. J'ai jamais ressenti d'acidité en tant que telle, donc je ne savais pas que je faisais du reflux, pas plus que la normale en fait. Et finalement, ça a l'air que c'était ça le start du problème. Parfait. Puis, tu sais, avant de commencer plus dans le sujet, mais fais-moi donc une petite historique de ton parcours de vie. Donc je suis né en France, à la Côte d'Azur, à Monaco plus précisément. Donc j'ai grandi à une petite ville qui s'appelle Menton, à frontière italienne, le plus au sud-est possible de la France. Et à l'âge de 20 ans, il me semble, je suis parti de la France avec un billet d'avion, une valise, Allez, simple. et exactement pour le Canada. Donc, et, ça fait maintenant 15 ans et quelques que j'habite au Québec et que je suis maintenant donc canadien, franco-canadien. Puis, tu habites dans quelle ville, toi? Shawinigan. Sud. Depuis 7 ans. Sinon, j'habitais à Montréal pendant 9 ans à peu près, je pense. OK. Donc, tu es arrivé à Montréal, puis tu as déménagé dans la région. Ouais, En fait, le travail t'a fait déménager, en tout à réalité. fait. On est Excellent. venu me chercher. Puis, comment tu as découvert, justement, ce cancer-là? Ça a commencé vers Noël 2021. Donc, pas Noël qui vient de passer, celui d'avant. Et je commençais à avoir de la difficulté à manger, mais surtout mes premières bouchées en début de repas, qui commençaient à bloquer justement au niveau de la poitrine. Et petit à petit, je m'étouffais de plus en plus. Puis j'ai fini par commencer à vomir mes premières bouchées de repas. Puis là, je trouvais ça un petit peu étrange. Au Effectivement. début, je me dis ça passe, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Puis finalement, un mois et demi après, ça va pas passer. Donc, suite à une discussion avec un ami qui m'a fortement conseillé, slash chicané, d'aller Mhm. voir un docteur, j'étais pas mal du même avis à ce moment-là. Donc, j'ai fini par réussir à avoir un docteur dans les 100 rendez-vous. Parce que forcément, je suis sur liste d'attente depuis 4 ans pour avoir médecin de famille. OK. Je n'ai toujours pas aujourd'hui de médecin de famille, parce que je suis toujours sur liste d'attente. Mais j'ai dû attendre une place dans un sans rendez-vous pour réussir à avoir un docteur. OK. Puis, comment ça s'est passé suite à cette rencontre-là avec le docteur, en réalité? Dans le fond, il m'a plus posé des questions, tu sais, touché un petit peu, tu sais, la respiration avec le. Mhm. Je ne me rappelle plus le nom du truc. Là. Stéthoscope? Merci. Et là, tu sais, il me met dans le dos, etc. J'étais correct au niveau de respiration, etc. Mais là, il se posait un peu des questions lui aussi. Il ne comprenait pas trop ce que j'avais. Donc, il me disait qu'il y avait plusieurs possibilités, dont une qui aurait pu être que dans le fond, tu as des muscles tout le long de Oui. l'œsophage. Et il m'aurait dit qu'il y avait peut-être un muscle qui était resté en position contractée, donc plutôt fermé, ce qui aurait minimisé l'espace justement pour descendre dans l'estomac et ce qui aurait pu expliquer ce problème. Au début, il voulait qu'on attende un petit peu pour voir l'évolution, puis finalement, vu que j'avais déjà dit que ça faisait un petit moment que j'attendais moi-même l'évolution avant d'aller le voir, il a dit ok, ben, il m'a fait une prescription à l'hôpital de Trois-Rivières OK. pour aller passer une endoscopie, il me semble qu'on appelle ça, pour la caméra qu'on te Oui. met dans la bouche pour descendre jusqu'à l'estomac. Donc, suite à ce rendez-vous de docteur, j'ai eu mon rendez-vous à l'hôpital une semaine après. Et donc, j'ai fait le passage de la caméra qui n'est pas très agréable. J'imagine. Et là, après le passage de la caméra, le docteur est venu me voir, puis il m'a dit que j'avais des polypes, qu'il a vu des polypes au niveau de l'œsophage et qu'ils étaient quand même assez importants et que c'est ça qui causait mon problème de descente de nourriture. Ça, tu l'as su la journée même de ta rencontre, en Ouais, réalité? la journée même de la rencontre à l'hôpital, sauf que forcément, il a fait des prélèvements sur le dénommé polype.
et il ne pouvait pas me donner plus d'informations. Donc il a dit, il m'a fait une prescription pour aller passer un scan pour être plus précis sur la nature de la chose et de sa grosseur. Et également le temps aussi que les échantillons partent en analyse à McGill, à Montréal. OK. Donc je suis parti avec ça. Sauf que sur le papier en fait qu'il m'a donné, j'ai vu le mot néo-œsophage. Néo qui signifie cancer. Donc il y a écrit néo-œsophage pour une interrogation urgent 36 ans. Donc c'est comme quelque chose qui semblait pas normal à 36 ans. Ça, c'est quelque chose que tu as vu sur le papier qui t'a Que donné. j'ai vu sur le papier qu'il m'a donné, mais il m'en a pas parlé lui directement. Donc il est marqué scan urgent. Donc je suis allé à l'hôpital de Shawinigan avec ce papier-là, parce que l'hôpital est à 2 minutes de chez moi. Il m'avait dit d'aller là-bas, que je pouvais aller là-bas directement. Là, s'en est suivi un petit périple fantastique d'hôpital du Québec. J'ai laissé mon papier de rendez-vous en fait à la personne, la réceptionniste du côté des scans en médecine nucléaire. Et vu que c'est le Covid et qu'il y avait une vitre, elle était au téléphone, elle m'a pointé une boîte aux lettres juste en avant d'elle pour mettre le papier dedans. Mhm. Je me suis exécuté, j'ai mis le papier dedans. Puis j'ai jamais eu de retour d'appel pour ce scan. Donc au bout de 2 semaines, j'ai relancé moi-même directement. Puis ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucun papier à mon nom, ce qui était problématique. Donc j'ai rappelé le docteur de Trois-Rivières pour qu'il refasse un papier, qu'il le faxe en urgence à Shawinigan, parce que c'était vraiment très pressant de savoir qu'est-ce qui m'arrive. Et finalement, encore 1 semaine après, donc ça a duré 1 mois, ce niaisage, je vais dire quand même, Ouais. je vais utiliser le terme, pour avoir mon scan. Mais là, tu sais, si on résume, tu as découvert comment que néo voulait possiblement dire cancer? J'étais avec une amie qui est infirmière, qui OK. m'a accompagné à ce rendez-vous, parce que quand ils passent la caméra pour l'endoscopie, souvent, ils vont te faire une injection pour te calmer un peu, te relaxer, te détendre. Oui. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Et dès qu'il a mis la caméra au bord de ma bouche, j'ai commencé à stresser. Donc j'ai dit, donne-moi shoot-moi ton petit produit Ton magique. sédatif. Donc il m'a piqué dans la main. Puis après, tu es pas mal plus relax. Sauf que tu peux pas, tu as interdiction de conduire pendant 24 heures. OK. Donc vu que je me doutais que j'allais sûrement avoir du sédatif, etc., puis j'étais quand même stressé par l'examen, j'ai demandé à une amie qui m'accompagne. Et quand elle a vu sur le papier, j'ai vu sa tête légèrement changer. Et m'expliquer que néo, ça voulait dire cancer. Avec un point d'interrogation. Donc, Avec un possiblement. point d'interrogation. Puis là, ta première réaction suite à ça, c'est quoi? Ben, c'est de stresser un petit peu. Après, tu sais, tu te dis forcément, ouais, mais non, c'est pas possible, c'est des choses qui arrivent qu'aux autres, ou des choses comme ça. Tu sais. Donc, tu essayes de t'auto-convaincre que stresse pas, ça va aller. Bien rationalisé. Ouais, d'essayer en tout cas. Puis là, il s'est passé 3 semaines. Donc, en fait, pendant ces 3 semaines-là, où tu as été pris comme dans les espèces de méandres de documents perdus, est-ce que ça a évolué, cette espèce de sentiment-là, cette insécurité-là, cette anxiété-là? Le stress était là permanent, mais c'est sûr que j'essayais tout le temps de me rationaliser, puis de me dire, tant que tu n'as pas les résultats, tu sais, attends les résultats, mais c'est sûr qu'en même temps, de l'autre côté, vomir ses débuts de repas, c'est pas agréable, 3 fois par jour, fois X nombre de jours. Là. Effectivement. Donc plus tu attends ton résultat, plus c'est contraignant, puis plus tu stresses, puis en dehors de ça, tu sais, je me sentais bien, mais j'avais perdu, parce que là on parle les scans ont été faits vers la mi-février, fin février, donc j'ai appris dans le fond vraiment que j'avais un cancer vers fin février, mais moi j'ai commencé à avoir les problèmes en fin décembre. Oui. Donc déjà dans ce gap de temps-là, j'avais perdu quelque chose comme 5 kilos, donc à peu près 10 livres. Puis qui t'a fait l'annonce officielle que tu avais un cancer? Parce que là, tu as vu un médecin sans rendez-vous, tu as vu la personne qui a fait ton endoscopie, Oui. le scan. Qui t'a donné cette nouvelle-là en réalité? Ça a été un drôle de parcours du combattant de la médecine au Québec. Là, une fois que tu es dans le système, tu es hyper bien suivi, tu es hyper bien traité, etc. Mais rentrer dans le système, c'est un paquet de troubles. Puis en tout cas pour moi, ça a vraiment été le parcours du combattant. Et dans le fond, donc j'ai eu l'annonce d'un polype, j'ai vu sur le papier le mot peut-être cancer. Le docteur qui m'a fait l'endoscopie m'a appelé pour me dire les résultats des premières analyses. Mhm. Et il m'a dit, c'est probablement, possiblement, un cancer.
Mais il ne m'a pas dit c'est un cancer. Il m'a dit c'est possiblement un cancer en début de phase. Donc un début de cancer. Mais avec un point d'interrogation encore de c'est pas sûr. Ça repart encore en analyse parce qu'il a fait comme 2 ou 3 prélèvements. OK. Donc il dit on refait une seconde analyse sur un autre échantillon pour s'assurer d'eux et je vais te rappeler là-dessus. Une semaine plus tard, j'ai pas eu de nouvelles de ce docteur-là. Une autre semaine se suit et j'ai un message sur ma boîte vocale et j'écoute mon message. Ça me dit bonjour, c'est Isabelle Lafrenière de Trois-Rivières. Donc je vais expliquer après son poste. Rappelle-moi à tel poste. Ok, donc je rappelle. Je tombe sur sa boîte vocale, puis là j'apprends que Isabelle Lafrenière est une infirmière pivot en oncologie, en hémato-oncologie, donc cancer. Et donc ensuite elle dit si vous suivez des processus de chimio, etc. Donc en gros c'est un peu à travers la boîte vocale que j'ai eu une confirmation de j'ai un cancer parce qu'on m'attribue une infirmière pivot qui est donc une personne qui t'accompagne dans le processus de Puis là, on est quelle date approximativement? fin février. Fin février. Fait Ouais. que ça, on est vraiment comme dans le délai de 3 Ouais, mois. fin février, début mars, par là. Parfait. Puis ça a pris combien de temps avant qu'elle te rappelle, par curiosité? Oh, Isabelle est efficace, là. Elle m'a rappelé, je pense même pas 1 heure après. Là. C'est ma perle du niveau hospitalier infirmier du Québec. Là. C'est vraiment une personne magique et charnière pour moi, en tout cas. On va en reparler aussi au fur et à mesure, je pense, de Ouais, nos absolument. conversations, mais c'est vraiment une personne formidable et elle me suit beaucoup, elle m'explique beaucoup de choses, donc vraiment très... donc forcément, elle m'a rappelé pour me donner un rendez-vous en physique, pour aller la voir et discuter et m'expliquer un petit peu ce qu'il en était, de où j'en étais, etc. Donc quelques jours après, ça n'a vraiment pas pris de temps, là, 2 jours après, je pense, j'ai eu le rendez-vous. Je suis allé la voir donc en personne. Et puis là, elle m'a expliqué que finalement, le polype qui était peut-être un cancer était vraiment un cancer. Le polype qui était peut-être un cancer en début de phase de cancer était finalement un cancer entre un stade 2 et un stade 3. Mhm. Il y a 4 stades, 4 phases dans un cancer, donc c'est plus un petit cancer, c'est un cancer avancé. Et donc là, c'est sûr que tu tombes un petit peu sur le cul, puis tu comprends pas ce qui t'arrive. Non, effectivement. Puis, On vient de te le dire comme drette, comme ça, là. C'est ça, c'est un cancer, puis tu es en stade 2,5. C'est plus un polype ou un cancer en début de phase. mais ça, C'est un ça peu t'a plus été grave. dit dans la rencontre en personne. Dans la rencontre en personne, oui, tout à fait, avec Isabelle. Parfait. Donc, tu savais que tu avais un cancer, mais là, tu n'avais pas tous les détails. J'avais pas tous les détails et lors du rendez-vous, elle m'a un petit peu plus expliqué, puis elle m'a donné un petit carton qui donne à tout le monde, là, un petit classeur avec 2-3 pamphlets, puis 2-3 petites affaires. Puis donc après ça, elle m'a dit on va suivre, on va avoir tu vas avoir quelques rendez-vous, etc. Donc elle m'a un peu expliqué que j'allais passer d'autres tests avant d'aller un peu plus loin, que j'allais rencontrer un chirurgien. Et donc c'est un peu resté là sur ce rendez-vous, pardon. Et donc dans la suite, après, j'ai eu d'autres petits tests à faire, des scans toujours pour vérifier. Donc en médecine nucléaire, un scan un peu plus poussé pour vraiment voir l'ampleur, voir s'il y avait d'autres choses autour, etc. Sur les premiers scans, ils n'ont rien trouvé d'anormal autre que le cancer qu'on a vu dans l'œsophage. Et donc là, ensuite, un chirurgien de Québec m'a appelé. Et il m'a dit que, donc suite à mon dernier scan, on va dire, que j'avais fait en date, donc on parle de mi-mars à peu près. Non, c'est même pas vrai, c'est début avril. On saute à début avril, parce qu'il m'a fait, dans la foulée de ma rencontre avec ce chirurgien-là, il m'a fait un arrêt de travail pour le 18 avril. Donc c'est vers le début avril. Et Donc, si on fait un petit parallèle, ça va faire pratiquement 2 ans, en fait, que tu es en arrêt de travail. ah non. C'est en avril 2022. Oui, non, tu as On raison, est en oui, avril. exactement. Ouais, dans, c'est ça. dans une semaine, en fait, ça fait 1 an. Non, c'est ça. Ça a commencé en 2021. C'est ça, en 2020. décembre 2021. Ouais, non, puis là, c'est ça. on est rendu en début avril 2022. Oui, effectivement. Donc, je suis allé à Québec rencontrer ce fameux chirurgien avec un ami. Et c'est là qu'il m'a dit, en fait, que d'après les radios, les scans, c'était correct, c'était pas grand-chose, en guillemets, c'était pas son premier barbecue, Mais il en a vu d'autres. je ferais juste un petit retour en arrière. Mhm. Quand tu as appris cette nouvelle-là avec ton infirmière pivot, est-ce que tu étais seul à la rencontre ou tu étais allé avec quelqu'un? J'étais seul. Puis comment tu l'as pris? Ça a été quoi ta réaction suite à l'annonce officielle de ça?
Puis j'irais même une étape plus loin, tu sais, c'est comment tes proches ont réagi, comment tu l'annonçais à tes proches aussi. Mhm. Parce que là, tu venais d'avoir le diagnostic officiel, en fait, Ouais. à ce moment-là. Donc à ce moment-là, ben, c'est sûr que quand je l'ai appris, je tombais un petit peu, pas dire sans connaissance, là, mais tu comprends pas ce qui t'arrive. Là, parce que quelques semaines avant, on me dit c'est pas grand-chose, ça a pas l'air d'être grand-chose, puis d'un coup, là, on te dit t'as un cancer, puis un stade plus avancé qu'un début, donc t'es abasourdi, tu sais pas, en fait, tu sais pas comment réagir, tu sais pas trop qu'est-ce qui t'arrive, la personne en face de toi continue à te parler, de donner de l'information, puis le temps que tu processes dans ta tête, Mhm. t'es quand même un peu déconnecté. Mais c'est ça, ok. Puis est-ce que tu as eu beaucoup d'opinions externes des gens avant que tu aies le diagnostic? Ah, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Ouais, il y en a qui vont avec leur pronostic, hein, leur diagnostic, pardon. Et t'as beaucoup de monde, c'est forcément, tout le monde te dit, mais c'est rien, ça va aller, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Puis tu essayes de t'auto-persuader aussi que c'est pas grand-chose, parce que tu veux pas espérer forcément le pire, ou tu veux pas imaginer le pire. Donc c'est sûr que tu te dis aussi, tu sais, c'est correct, tu sais, ça va le faire, tu sais, ça va aller, Ouais. puis c'est pas grand-chose, puis... Mais finalement, quand tu apprends la nouvelle, ben, c'est sûr, tu comprends pas, puis surtout, tu sais, je trouve qu'on n'est pas beaucoup informé dans la vie en général, sur le cancer, etc. Puis moi, forcément, de, de- pas d'expérience, mais de mon point de vue à moi, cancer est égal à mort. Donc, en gros, elle m'a annoncé que j'allais mourir. Là, tu sais, elle m'a annoncé que j'étais mort. Donc, c'est sûr que tu restes un petit peu surpris. Donc, c'est ça. Ben, après, elle te donne les papiers, etc. Puis quand tu es dans cet engrenage-là, tu sais, la meilleure affaire à faire, c'est, j'ai jamais cherché sur Internet, tu sais, c'était quoi mon cancer, ou je veux pas tomber sur des sites obscurs où des personnes qui connaissent rien donnent leur point de vue, puis te disent tu tousses, donc tu as le cancer de je sais pas quoi, puis tu vas mourir dans 2 jours. Là. Je veux pas, je veux des avis de vrais docteurs, de vrais médecins, de vrais infirmiers. Mais déjà que selon ton propre opinion, tu venais de t'annoncer que tu allais Ouais, c'est mourir, en ça. fait. Mais ça, c'était mon opinion à moi. Oh, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je me suis dit, je vais me laisser porter, entre guillemets, par le corps médical, puis surtout Isabelle est très, comme je te disais, tu sais, très humaine, très chaleureuse, puis elle t'explique bien les choses, etc. Donc je fais 100% confiance à Isabelle dès la première rencontre, puis je me dis cette personne-là va m'expliquer, me guider, donc je me laisse guider dans tout ce processus-là. Puis c'est eux les spécialistes, c'est pas moi qui ai fait des études de médecine ou les autres autour de moi, donc Non, effectivement. je vais écouter ce qu'ils me disent, puis je vais suivre leur processus, leur protocole. Puis comment s'est passée l'annonce officielle, exemple, à ta famille puis les gens proches autour de toi? Ben, j'avais déjà commencé à émettre un peu l'idée forcément à mes parents parce que à travers ce qu'on me disait, c'était l'idée. Donc j'en parlais, etc. Puis c'était forcément les parents, amis, etc. C'est pas Pour grand-chose, te ça mettre en va aller. contexte, tes parents qui sont encore en France. Ouais, tout à fait. Mes parents, ma famille sont tous en France. Donc forcément, tu sais, FaceTime, puis t'essayes d'expliquer un petit peu les difficultés que tu as à manger, que je fais des rencontres avec des docteurs, puis que c'est possible que ce soit un cancer, mais on ne sait pas, etc. Donc après la rencontre avec Isabelle, forcément, ben, j'ai appelé pour dire que c'était vraiment ça, puis qu'il fallait attendre les processus, etc. Puis là, tout de suite, forcément, mon père a dit qu'il prenait un billet d'avion et qu'il venait me voir. Donc 2 semaines après, il est arrivé. Et donc et après, l'entourage, le reste de l'entourage, tu vois de tout comme, comme réaction. Tu as des personnes qui... c'est un peu comme si je leur annonçais que j'avais un bobo au pouce. Là. C'est comme, ah, t'as un cancer? Ok. Change de sujet, change de conversation, t'es comme, ok. La gestion de l'annonce chez tout le monde est différente. Là. Ouais. Après, t'en as qui, forcément, il y a du monde qui pleure. Il y a des personnes qui ont pleuré que j'ai moi-même un peu essayé de réconforter en même temps que je me réconfortais également. Tu sais, ça va aller, tu sais, on va gérer, puis ça va bien se passer. Euh, Après, ben, c'est ça. Tu as vraiment de tous les styles de réaction. Après, tu as des personnes qui disent ah, c'est rien. Tu sais, l'oncle de ma tante, de mon cousin, de l'arrière-grand-père en a eu un. Ils ont opéré, ça a pris 2 jours, puis il n'avait plus rien. Donc c'est un peu vraiment Mhm. t'entends un petit peu tous les sons de cloche, puis toutes les réactions différentes. Puis est-ce que la vision des gens qui t'entourent a changé par rapport à toi suite à l'annonce? En général, non. Mais il y a quelques personnes, effectivement, tu sais, qui,
peux pas trop leur en vouloir, là, mais il y a des personnes qui sont un petit peu plus distancées. Il y en a d'autres qui, j'imagine, ont du mal à gérer leurs émotions, puis me parlent plus beaucoup, ou une fois de temps en temps, juste voir si ça va. Il y en a d'autres qui se sont beaucoup rapprochés, des personnes aussi dont je ne penserais pas, tu sais, Mhm. des collègues de travail qui sont vraiment plus rapprochés, qui sont vraiment très inquiets. Ben, toi, tu as fait partie aussi de tout le processus, là. Quand j'ai commencé à avoir les premières radios, etc., j'étais chez toi, puis je suis parti à l'hôpital pour aller faire la Oui, première radio. oui, Et effectivement. donc, tu as fait partie de tout le processus et tu l'as appris en même temps que moi. Puis, tu as vu tout le début, en fait, tu étais là, tu étais présent avec moi. Donc, Non, tu sais ce que c'est. oui, effectivement. Puis, ben, en fait, tu sais, ça ouvre la porte parce que ma mère a eu un cancer aussi en même temps que tu en as eu un. Mm. Grade 4. Fait que ça l'a amené une perspective aussi en même temps. Tu as Ouais. ouvert un peu Moi, j'étais la porte sur les ton étapes. premier proche Oui, ben oui, ton exactement, premier c'est en plein ça. proche cercle amical qui en a eu un. Donc, Exactement, c'est en plein ça. Puis est-ce que toi, ta vision des autres, elle a changé aussi suite à ça? pas forcément la vision des autres, pas directement d'individus, mais la vision, tu sais, de la perception de la vie des gens et ma perception de la vie, c'est sûr, a changé un petit peu. Comme dans mes premières phases, dans mes premiers moments, il y avait un festival à Shawinigan l'été passé. Tu sais, des événements pendant une semaine et demie, là, des trucs de cirque, etc., dans toute la ville. Et forcément, tu as énormément de monde. Puis on y était allé avec un couple d'amis, puis ma filleule et mon père. Et là, tu sais, je regardais les gens autour de moi, puis tu vois des couples avec leurs enfants qui rient, tu vois des gens qui se disputent à côté, tu vois un peu tous Mm. les cas de figure classiques de la vie. Puis tu sais, toi, tu es là au milieu. Je commençais déjà à avoir mal à l'époque au niveau de mon œsophage à ce moment-là. Et tu te dis, ok, ben, tu regardes par exemple le couple qui se dispute, puis tu dis, c'est niaiseux, mais ils, ils sont ignorants de la chance qu'ils ont en fait. Je sais pas comment Oui, t'expliquer, oui, mais oui. où tu sais, tu regardes forcément les gens heureux, etc. Puis tu te dis, ok, Ça met les choses en perspective ouais, beaucoup, là. tu vois les choses différemment. Tu sais, t'es comme, tu sais, tu dis quasiment, tu sais, je vais pas aller les voir pour leur dire ce que j'ai, on s'en fout, là. Ils s'en Mm. foutent, ils en ont rien à faire. Mais tu sais, d'être conscient que ça peut t'arriver en fait du jour au lendemain, que tu peux. C'est comme, comme c'est arrivé récemment ici à Shawi, là, Ouais, un accident mortel, un gars qui partait du travail à 22 h du soir et qui se fait rentrer dedans et qui meurt. Je veux dire, tu ouais. sais, il n'a rien demandé à personne, là. Il finissait son travail, il rentrait chez eux, puis il s'est fait frapper, il est mort subitement. Je veux dire, Ouais. tu sais, tu sais pas, en fait, tu te rends pas compte, surtout à notre âge, tu sais, on est encore un petit peu, tu sais, je veux dire, on est début trentaine, tu sais, 35, 36, là, à peu près. Je frappe la fin, moi. Fait que... Ouais, bah, on va dire trentaine. On est dans la trentaine, puis tu sais, on est encore un peu en mode, on est dans le début de notre vie. Tu sais, pas on se sent invincible, mais tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Tu sais, tu te doutes pas que ça peut arriver très vite. Tu te dis juste, je vais mourir à 80 ans, à la retraite, tu sais, ou plus tard que ça, mais tu te dis pas que ça peut t'arriver en fait à 36 ans, ou même il y en a plus tôt malheureusement, mais on dirait que tu n'es pas conscient de ça en fait, que tu le réalises pas. Et c'est ça en fait qui, ben, moi forcément, ça m'a fait réaliser ça. Puis je regardais les autres et je me disais, j'étais comme ça aussi. Tu sais, je réalisais pas en fait la chance que j'avais d'être en santé et puis de profiter de la vie sans se soucier justement C'est peut-être des un peu plus de... possibilités. Est-ce que ça fait comme un peu transférer le focus sur ce que t'as pas, ce qui te manque, versus voir qu'est-ce que t'as puis l'apprécier, Ouais, un petit peu. Ouais, d'une certaine effectivement. façon? Mm. Mais là, écoute, ça pourrait être un très beau débat Ouais, ça philosophique. peut être une autre conversation. Puis, je t'ai coupé tantôt où tu étais rendu à la rencontre avec justement Le chirurgien. le chirurgien. Puis là, j'imagine qu'il y a comme un plan de traitement qui commence à se mettre en place aussi. Ouais, exact. Donc le chirurgien, dans le fond, lui, ce qu'il me disait, tu sais, c'était que c'est quelque chose qu'il avait déjà vu, etc. C'est pas sa première opération de l'œsophage. Sauf que lui, c'était pas l'oncle de la tante, du Ouais, c'est ça. cousin. Donc lui, c'était un vrai chirurgien, OK. lui. Un peu plus crédible. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, il me dit, ah, il n'y a pas de trouble là. On va te mettre sur la table d'opération, on va t'ouvrir, tac, 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 on coupe ça, on enlève ça, puis c'est réglé, là, tu sais, quasiment. Dans le fond, il m'annonçait un plan de traitement de, tu as 5 semaines de chimio, je t'opère, tu te rétablis, 5 semaines de chimio, puis c'est réglé. C'est ça il m'a dit ça, direct, comme je te le dis là.
Sauf que le soir même, lui, il a un caucus de groupe, là, ou je sais pas trop, Oui. de médecins. Il se rencontre à plusieurs médecins, chirurgiens plutôt, et il va Pour donc, discuter de ton cas. exactement, pour dire, en OK. fait, ils se réunissent une fois par semaine, de comment ça se passe exactement, parce que je l'ai appris après. Ils se réunissent une fois par semaine, puis ils réunissent les dossiers de chacun, et chacun explique le cas, puis qu'est-ce qu'il compte faire pour ce cas-là. Puis les autres chirurgiens donnent leurs avis, et puis ils prennent, donc ils lisent le dossier, etc. Puis ils disent, ah ben, ok, pour moi, je suis d'accord avec toi, donc c'est good pour moi. Puis il y en a un autre qui va dire, ah ben moi, tu sais, telle affaire, je suis comme pas sûr à tel endroit, tu sais, est-ce qu'il faudrait peut-être lui faire un test de plus, puis machin, puis si le test redevient négatif, je suis d'accord avec toi sur le compte rendu. Et donc moi, il m'appelle le lendemain, suite à Caucus. son fameux caucus. Et le lendemain, il m'annonce que finalement, c'est plus grave que ce qu'il pensait, qu'il pouvait plus rien faire pour moi. Donc là, t'es comme, hier, c'était pas de trouble, je t'opère, bing bang, connais ça, il n'y Dans a pas de 10 semaines, problème. c'est réglé. Puis finalement, le lendemain, il dit, je peux plus rien faire pour toi. Puis là, tu es comme, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu m'en dire plus, genre? Peux-tu m'expliquer? Puis dans le fond, en fait, sur le scan, il n'avait pas vu. Il m'en avait parlé un petit peu, mais il me dit que c'était rien. J'avais 2 ganglions, en fait, au niveau de la clavicule gauche, ici. C'est la clavicule, ça? C'est Oui, ça? oui. Pas plus sûr. En dessous de la clavicule gauche, j'avais 2 ganglions qui semblaient être infectés, mais ça s'allumait à peine sur la radio. Donc en fait, la radio en médecine nucléaire, on te fait boire un produit. Après, on te passe la radio et tout ce qui est, dans le fond, je vais dire cancéreux, mais c'est pas le bon terme, mais tout ce qui est infecté par le cancer Oui. dans ton système va s'allumer, va briller à la radio. Donc, moi, dans le fond, forcément, ma masse principale a allumé à la radio. Et il y avait 2 petits ganglions ici, donc des ganglions qui sont tout autour de ton œsophage. Tu as comme un chapelet en fait, de ganglions qui sont tout autour de l'œsophage. J'ai appris tout ça, tu sais, quasiment des études de médecine maintenant. Mais tu sais pas où ta clavicule. Non, ouais, je l'ai dit qu'elle était là, mais je n'étais pas Ouais. sûr du terme. Et dans le fond, il m'a dit qu'ils avaient allumé, mais que c'était très léger, puis que lui, ça ne l'inquiétait pas. Et finalement, les autres n'étaient pas d'accord avec lui, puis ils ont dit non, non, c'est infecté, c'est pas bon. Et il m'expliquait que dans le fond, pour m'opérer, il aurait fallu ouvrir, couper l'œsophage, la partie qui est donc infectée, qui est là où il y a le cancer. Il aurait fallu ouvrir et couper cette section-là, Mhm. euh, ressouder les deux portions de l'œsophage ensemble et mettre mon estomac dans une version verticale, alors que là, il est un peu plus à l'horizontale, pour que donc, le tout fonctionne correctement. Et le problème là, c'est qu'il aurait fallu aussi aller essayer de couper les 2 ganglions, mais qui sont tellement mal placés que c'est pas vraiment faisable. Il me disait, en gros, il m'a dit c'est plus de la boucherie qu'autre chose, et les chances de survie sont vraiment pas hautes. Donc, il préférait ne pas aller plus loin avec l'opération. Qu'est-ce qui se passe après ça, en fait? Ben après ça, j'ai mon infirmière pivot qui m'appelle et qui me dit bon, ben, t'as appris la nouvelle. Donc, on va passer quelques tests de plus. Et donc, j'ai passé un test pour voir au niveau de mon foie s'il était correct, au niveau des ganglions, etc. On m'a repassé encore des trucs dans le nez pour aller faire des prélèvements un peu partout à l'intérieur. Très agréable aussi. Mhm. Et finalement, ça revenait négatif pour le foie. Au niveau des ganglions, effectivement, qui s'étaient infectés. Donc, ils ont fait des prélèvements. Puis, effectivement, qui s'étaient infectés, que c'était pas bon pour une opération. Et donc là, on me fait rencontrer une docteure en hémato-oncologie pour commencer à parler du traitement. Donc là, on me parle de chimiothérapie et de radiothérapie. Donc radiothérapie, c'est on te projette je veux dire des radiations, mais je ne sais pas exactement c'est quoi, mais c'est comme un rayon en fait qui est projeté sur les zones qui sont touchées pour essayer de les détruire, tout simplement. Puis, est-ce que tu avais déjà commencé ton processus de chimio à ce moment-là aussi? Non, pas encore, mais je commençais à de plus en plus avoir de difficultés à manger, etc. Donc là, on va arriver en temporalité, on arrive vers fin avril. Et là, j'avais perdu plus de 10 kilos, donc on va dire à peu près 20 livres. C'est 25 livres à peu près. 25 ouais. livres. Ouais. Et là, j'arrivais vraiment plus à manger, même des soupes un petit peu épaisses ou quoi, ça passait plus. Je Donc, me rappelle bien. En fait. oui. Donc là, je suis retourné voir mon infirmière pivot, puis j'ai dit que ça marchait plus, j'arrivais plus
j'arrivais plus à manger. Donc là, immédiatement, en fait, elle a été voir un docteur qui allait être mon docteur en radiographie, en radiologie, ouais, en radiothérapie, pardon. Et il m'a immédiatement passé la paille dans le nez, un tube en fait qui passe par ton nez et qui descend jusqu'à ton estomac et qui reste en place et par lequel en fait tu te nourris. Donc on m'a mis ça en place et là après le reste du processus est allé assez vite par contre. Donc là directement on m'a dit ok ben commence à essayer de t'alimenter etc. Puis 2 semaines après je commençais mon processus de... Donc le processus a été chimiothérapie à toutes les semaines, tous les mercredis, et radiothérapie tous les jours pendant 25 jours d'affilée. Donc, les deux ont commencé simultanément. Oui, exactement. Puis c'est quoi les effets que tu as ressentis au niveau physique des deux? C'est pour faire un peu la différence parce que si je parle juste pour moi, radiothérapie, on en entend moins souvent parler. Chimio, oui, mais ça vient avec des effets, j'imagine. Oui, tout à fait. La chimio, en fait, ben, ma première chimio, déjà, tu sais, c'est gros de te dire tu vas faire de la chimiothérapie, etc. Donc, tu sais, Ouais. j'étais arrivé à ma première chimio, j'ai braillé un petit peu, de me dire tu sais, que j'allais passer par ça, etc. Tu sais, c'est sûr que ça fait peur, puis tu te poses beaucoup de questions, puis je veux dire, tu sais, quand tu vois les personnes, etc., ça a l'air d'être vraiment violent, puis pas cool. Donc c'est sûr que c'est très stressant et très angoissant, mais ma première chimio en plus ne s'est pas très bien passée, parce que j'ai fait une réaction allergique à un des produits de chimiothérapie. Donc en fait, quand tu commences ta première chimio, ils te donnent des médicaments on va dire, pour que ton système résiste, entre guillemets, mais c'est pas vraiment le terme. Mais dans le fond, tu sais, des pilules pour pas que tu vomisses ou des trucs comme ça, tu sais, pour Oui, t'aider justement pour empêcher de rejeter un peu la Ouais, chimio exact, d'une mais certaine ouais, façon. c'est ça, que tu l'acceptes, que tu le prennes bien, en fait. Donc, on m'a donné les pilules, etc. Après, ils passent un premier produit. Entre-temps, je ne l'ai pas dit, mais ils m'ont posé un cathéter. Donc ici, en fait, sous la peau, ils m'ont fait une petite chirurgie. Ça dure 20 minutes. Ils te font une ouverture, en fait, et ils te passent un petit boîtier sous la peau qui est relié ici dans une des artères, en fait, Oui. qui est reliée à ton cœur. Et donc, toutes les chimios et toutes les grosses interventions comme ça, ils se branchent directement là-dessus. Donc, avec une aiguille, en fait, ils plantent là-dedans. Donc, au lieu de passer par Oui. les veines du bras et les abîmer, ils plantent toujours là-dedans, en fait. Donc, ils m'ont installé sur le cathéter donc les produits de chimio. J'avais 5-6 poches après ma pause pour tous les produits. Donc là, ils commencent à m'envoyer le premier produit. Dans le fond, le premier, c'est comme pour tester, on va dire, que ça passe bien, etc. Ils te font un retour de sang pour voir que tout est correct. Puis ils commencent à t'envoyer le premier produit. Ça dure comme 15-20 minutes. Après ça, on passe au premier produit de chimio. Donc le premier, c'est comme, pas dire du Benadryl, mais tu sais, c'est comme des petits médicaments, puis des petits trucs. Tu sais, c'est rien de violent, là. Et le premier produit de chimio qu'ils mettent, ça a pris 4-5 secondes à peu près. Puis j'ai regardé l'infirmière, je suis comme, c'est normal, je commence à avoir la tête qui tourne. Puis pendant que je lui dis ça, je commence à perdre un peu la map, puis je commence à avoir trouble. Et toute ma colonne commence à se barrer. Je commence à avoir le dos bloqué, j'arrive plus à bouger, même juste bouger un tout petit peu. Là. C'est vraiment ça me bloque, puis ça me fait mal dans toute la colonne. Puis là, elle me regarde. Je vois dans son visage qu'elle commence à pas paniquer, mais à dire ok, il y a de quoi qui se passe. Je sens que je deviens tout rouge et que j'ai ultra chaud. Je sens mes yeux exorbités, puis je commence à avoir du mal à respirer. Donc là, tout de suite, elle appelle toutes les infirmières. Je pense, toutes les infirmières d'étage ont sauté sur moi. Elles étaient, elles devaient être à peu près 6. Il y en a une qui me tenait la main, il y en a une qui commençait à m'injecter des produits, me demander ce que je ressentais, mais moi j'étais, j'avais plus à respirer, plus rien. J'étais sur le bord de perdre connaissance. Donc là, il y en a une qui prend des notes, etc. Une qui commence à te shooter de l'adrénaline, des machins, des produits, puis tout. Là. Et finalement, ça commence à se calmer un petit peu. Je commence à revenir un peu à moi, mais ça m'a vidé de toute mon énergie. Donc je pense que j'ai dormi pendant 1 heure et demie après ça, sur le fauteuil à dormir. Et donc finalement, ben, ma première chimio a été annulée. Tout ça pour dire, ma première chimio est annulée. Et ils m'ont dit, ben, reviens demain. Donc, après tout ce beau périple, je suis parti quand même en radiothérapie pour faire ma première radiothérapie. Puis ça, c'est quand même moins... sur le coup, c'est moins violent.
Tu t'allonges sur un lit, puis dans le fond, ils font tous des calculs. Donc, ils mettent à peu près une semaine à faire les calculs. Parce qu'ils font une radio un peu en 3D dans le fond de ton système. Et ils font des calculs de coupe de tout ton système pour savoir où exactement cibler pour, pour cibler le problème, on va dire, et pas autre chose. Parce que moindrement que leur calcul n'est pas correct, ça peut par exemple toucher tes poumons. Et j'aurais pu faire Embolie pulmonaire? non, mais un- pas une bronchite, là, mais un gros truc. Une pneumonie? Une pneumonie, exactement. Ça aurait pu me déclencher une pneumonie. Donc, faut bien qu'ils fassent leur calcul parce que moindrement ça rate, là, ça passe pas bien. Donc, ils te font tous des calculs. Ils font aussi des petits tatouages de marqueurs, en fait. Donc, j'ai 4 tatouages, 4 petits points de tatouage. Et ils t'enlignent avec, tu sais, comme quand tu 4 fais de de la plus? construction, là. Oui, 4 de plus. Tu sais, comme quand tu fais de la construction, tu sais, as un laser Ouais. pour vraiment être à niveau, là. Ben, tu as un Ouais. laser au-dessus du lit de radiothérapie qui t'enligne, puis ils t'enlignent pour être certain qu'ils vont shooter à la bonne place, Sur les marqueurs, en sur fait. les marqueurs. Et après, tu as une grosse machine, en fait, qui tourne autour de toi à 360 degrés et qui shoot donc la partie ciblée ou les parties ciblées du cancer pour vraiment aller le détruire ou au moins le diminuer le plus possible. Et donc ça pendant 25 jours, tous les jours, sauf le week-end. Et ça dure, ouais, c'est comme une blague, là. Tu as l'impression comme... Qui s'est rien fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut juste que tu restes allongé, que tu bouges pas. Mais ça dure, je sais pas, entre 7 et 10 minutes maximum. OK. Et tu es juste allongé, tu bouges pas, puis on te dit c'est fini. Ok. Puis après tu te relèves, puis tu te rhabilles, puis tu t'en vas. Et donc tous les jours, ça, pendant 25 jours. Et la chimiothérapie, donc le lendemain, je suis retourné. Puis on a refait le même processus, sauf que l'injection, on y allait avec un débit beaucoup plus bas pour que mon système le tolère plus facilement. Donc on est avec un débit très très bas. Donc la chimiothérapie qui aurait dû durer, je sais pas, je vais dire 5 heures, me prenait genre 9 heures. Donc c'était vraiment une journée complète de chimiothérapie au lieu d'une demi-journée. Donc à chaque fois, mes chimios étaient de 5 heures, donc pour mes 5 chimios. De Puis, 9 heures, pardon. puis corrige-moi si je me trompe, mais j'ai le souvenir que tu m'as dit que la radiothérapie, c'est une fois, ensuite c'est terminé. Contrairement à Ouais. la chimio. La radiothérapie, tu peux en faire une shot, entre guillemets, donc une fois les 25 fois que j'ai fait. Je peux en faire qu'une seule fois sur, on va dire, la partie haute de mon corps. Je ne pourrai plus jamais en avoir. Parce que j'imagine que ça ne doit pas être bon pour le corps, etc. Parce que c'est quand même de la radiation, etc. Donc j'ai eu le maximum qu'ils peuvent donner sur la partie haute de mon corps. Puis tu as commencé à dire tantôt, au début, on ressent rien, Oui. mais tu n'as pas parlé des symptômes qui ont suivi après. Je sens qu'il y a quelque chose là-dedans. Oui, exact. Donc à partir de la deuxième semaine, je commençais à avoir, déjà j'arrivais quasiment plus même à boire de l'eau. Ça commençait à devenir difficile pour moi. Parce que la tumeur grossissait, puis j'avais la petite paille là du nez qui descendait. Donc Ouais. forcément, tu sais, mon espacement était très restreint. Et déjà, quand ils m'ont mis en fait le tube dans le nez pour descendre dans mon estomac, ils m'ont expliqué que l'espace qui me restait pour descendre de la nourriture ou du liquide dans mon estomac était à peu près gros comme une paille McDo. Donc, pas mal ça. Donc, imagine ça, moins le tube que j'avais dans le nez qui est quand même plus petit. Mais il restait vraiment plus grand place pour descendre ma salive et boire de l'eau. Donc, c'était vraiment plus dur. Et la radiothérapie, en fait, ce que ça fait, c'est que ça brûle. Et c'est ce qu'on m'a expliqué au moment où je le faisais. Ça brûle, en fait, c'est comme un énorme coup de soleil, en fait, mais à l'intérieur de ton corps. Et un gros coup de soleil sur l'intégralité de ton œsophage, ben, ça fait que tu peux plus rien passer. Parce qu'en plus, le reste enfle, etc. Donc, mon passage était complètement bouché. Entre la tumeur, le tube, il n'y avait plus rien du tout comme place. Donc même ma salive, j'arrivais plus à la descendre. Puis de toute façon, la salive, dès que je commençais à avaler ma salive ou boire une gorgée d'eau, ça me brûlait, puis ça me faisait excessivement mal au niveau de toute ma poitrine, dans le fond, tout mon œsophage. Donc d'ici jusqu'à ici, jusqu'où ça pouvait descendre au maximum. Et c'était rendu que pendant un mois et demi, j'ai pas été capable d'avaler ma salive ou boire de l'eau. Donc je crachais dans un seau tout le temps, puis j'étais excessivement fatigué, puis c'était très dur sur le moral, sur le système, sur le corps. Et c'est ça, donc j'ai vomi tous les jours pendant
parce que la chimie aussi, c'est pas forcément bon aussi sur le système et ça te fait vomir un petit peu, des fois ça arrive. Et j'ai vomi pendant un bon 2 mois, je pense, tous les jours, 2 à 3 fois par jour. Puis, tu sais, suite au début de tes traitements, j'imagine qu'à un moment donné, ils vont s'arrêter, puis justement prendre la mesure d'où t'en es rendu, puis c'est quoi les effets que se sont passés. Fait qu'à Ouais. partir du moment où tu as commencé ta chimio ou la radio, c'était quand la prochaine date, justement, pour faire une validation, un checkpoint, un premier verdict? Et c'était quoi les délais entre le début de tes traitements puis ça? Dans le fond, en fait, on parlait de 5 semaines pour tous les traitements, Mhm. incluant la radiothérapie. Et il faut attendre 1 mois après la radiothérapie, parce que la radiothérapie, une fois qu'elle est terminée, elle continue à faire effet sur ton système. Donc il faut attendre 1 mois que, dans le fond, on arrive comme au pic des résultats, dans le fond, que les effets de la radiothérapie soient terminés. Et donc là, on arrive, me semble, vers début août. Et fin juillet, mi-juillet, fin juillet, je pense, pour les premiers résultats. Et là, déjà, j'étais rendu que j'avais perdu parce que j'avais pas à m'alimenter ni par la paille qui m'a mis dans le nez et qu'il fallait que je m'injecte de l'eau puis de la nourriture, dans le fond. J'étais alimenté toute la nuit. C'est du gavage, dans le fond. Donc toute la nuit, j'avais une machine à la maison qui m'envoyait des poches de nourriture de liquide de 2 litres en continu de 8 heures du soir à 8 heures du matin. Donc pendant que je dormais, j'étais fidé par la machine. Donc ça fait un beau petit bruit en plus toute la nuit. C'est super agréable. Donc déjà que tu dors pas parce que tu dors dans des positions bizarres, puis il faut que je dorme à moitié assis, etc. Donc c'était pas full agréable. Mais à la fin, j'arrivais même plus à supporter non plus ce liquide qui descendait dans mon estomac. Et j'ai perdu au total proche de 85 livres, donc à peu près 40 kilos. À ce moment-là, donc début août, j'ai perdu, c'est ça, 40-45 kilos, donc 85-90 livres. Ah, je me rappelle Ouais, bien le fameux méchoui, je te dirais que c'était pas mal ouais, c'était mon pire, là. J'étais ouais. dans mon pic du pire. Mais je vais juste revenir un petit peu en arrière dans ce processus-là. Pendant la radiothérapie, vers la fin, j'ai fait ma première hospitalisation. C'était vraiment les 2 derniers jours de la radiothérapie qui me restaient. Dans le fond, vu que j'arrivais plus, mon système était plus hydraté comme il fallait, etc. J'ai fait de la déshydratation. Et dans le fond, j'arrivais plus à tenir debout, j'arrivais plus à m'alimenter par le tube, etc. Donc j'ai été hospitalisé pendant une semaine. Donc tu passes aux urgences, puis tu restes allongé aux urgences pendant 1 jour, 2 jours. Ouais. Puis ils finissent par te monter après quelques tests, etc. Covid, machin, etc. Pour être sûr, parce que l'étage où ils m'emmenaient, forcément, c'était l'étage des personnes qui ont un cancer. Mhm. Et sur cet étage-là, il y a des personnes qui sont immunodépressives, donc qui n'ont plus aucun système immunitaire. Et la moindre bactérie peut leur être fatale. Donc on te fait passer énormément de tests, etc. pour t'emmener sur l'étage. Donc ils m'ont fait plusieurs tests, je suis monté à l'étage. Et là, forcément, moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était la fin. J'avais plus d'énergie, je tenais plus debout, j'étais épuisé. Je savais que j'avais encore de la radiothérapie, puis que ce qui s'en venait, ça allait être encore un peu plus dur. C'est forcément de ne pas arriver à avaler ta salive, etc. Je savais que ça allait pas revenir tout de suite, donc c'était vraiment très très dur. Et la personne d'en face de ma chambre était pas mal en fin de vie. Et pendant 4 jours et 4 nuits, elle criait, puis elle hurlait de douleur et demandait de se faire achever. Donc c'est assez dur sur le moral de te dire ok, ben, je pense que c'est moi le prochain qui va être dans cet Clairement, tu as état-là. eu tort, heureusement, là, Oui, mais oui, on va revenir là-dessus mm, après, mais effectivement, Donc ça a été ma première hospitalisation qui a duré une semaine. Et un petit peu plus tard, j'ai eu une deuxième hospitalisation, donc 2 semaines plus tard, à peu près, ou 3 semaines plus tard. Ouais, 2 semaines plus tard. Parce que pareil, le tube, j'étais vraiment, ça marchait plus. J'arrivais pas du tout à m'hydrater, à m'alimenter, du tout, du tout, du tout. Et donc j'ai refait une hospitalisation et qui a duré encore une semaine. Et je pense 2 semaines plus tard, je commençais à pouvoir commencer à avaler ma salive et boire un peu d'eau. Donc ce qui était un bon signe, parce que forcément, de plus boire sa salive et plus être capable de passer d'eau du tout, parce que même quand il arrive, en fait, c'est que ça bloque ici, ça fait un trop-plein, puis tu le vomis.
ben là, j'arrivais enfin à avaler ma salive et passer un peu d'eau et que ça aille vraiment dans mon estomac. Donc, Mais tout ça, c'est avant d'avoir tes premiers avant d'avoir les résultats. premiers résultats, ouais, ouais. Euh, et dans le fond, ben là, on arrive au fameux résultat. Donc, on me fait passer un scan, etc. On me fait passer aussi une échographie. J'étais à travers de plein de femmes enceintes et j'ai fait une échographie pour mon foie, en fait, parce qu'ils avaient des doutes, des suspicions au niveau de mon foie. Et ils ont trouvé une anomalie au niveau de mon foie. Et donc là, j'ai mon docteur de radiothérapie qui est venu me voir et qui m'annonce les résultats. Et immédiatement, je vois qu'il n'est pas forcément heureux. Je vois que ça va pas être forcément agréable, l'information que je vais recevoir. Et il commence à me donner une information, mais je suis déjà un peu déconnecté à ce moment-là de ce qu'il va me dire. Puis je comprends que c'est pas très bon. Là, il y avait mes parents qui étaient là, donc j'ai demandé tout de suite qu'il arrête de me parler, entre guillemets, qu'il attende que mes parents arrivent. Donc j'ai appelé mes parents, j'aurais demandé de descendre, puis là, il a comme annoncé que les résultats étaient mitigés, que ma tumeur principale au niveau de l'œsophage avait diminué de moitié, ce qui est positif, mais par contre que j'avais des métastases au foie. Et métastases, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est des métastases? C'est en fait le cancer qui se propage à l'intérieur de ton corps et qui va se loger à d'autres endroits tout simplement, donc ça commence à se propager. Et moi c'était localisé au niveau du foie et des ganglions aussi, mais plus les mêmes, ceux-là avaient disparu. Mais il y en avait deux autres qui s'étaient allumés, je veux dire allumés, mais un peu plus bas au niveau de la tumeur principale dans le fond, plus proche de la tumeur principale. Et donc au niveau du foie, j'avais trois masses, et donc trois masses qui sont allumées, mais je vais dire plutôt petites, pas excessivement grosses, mais il y en avait une qui était un peu plus grosse que les autres. Et donc à partir du moment où tu es métastasé, ben, c'est pas des bonnes nouvelles du tout. Et je l'ai vu dans son visage. Et quand il m'a annoncé ça, dans le fond, il s'est assis sur la chaise, puis j'ai vu qu'il avait de l'eau dans les yeux, beaucoup. Et ben forcément, première réaction que j'ai eue, c'est pas forcément, mais c'est que j'ai regardé mes parents, puis j'aurais dit que j'étais désolé qu'ils aient à vivre ça, parce que je trouve pas ça normal pour eux. Moi j'ai été dévasté aussi, là. Donc j'ai regardé le docteur, puis j'ai dit est-ce que je vais finir l'année? Et il m'avait dit qu'il savait pas. Il m'avait dit qu'il était désolé, qu'il savait pas. Et il est parti. Puis ça, on est mois d'août, Fin juillet, début août, ouais. fin juillet, début août. Ouais. Donc le docteur est parti sur ça, puis il a envoyé des infirmières pour me débrancher parce qu'en même temps j'étais justement déshydraté, etc. Donc on m'avait mis un soluté pour m'hydrater et me permettre de rentrer à la maison. Donc on rentre à la maison avec ce genre de nouvelles un petit peu pas encourageantes. Non, effectivement. De savoir que bah, visiblement, dans le fond, en gros, on t'annonce que tu finiras probablement pas l'année, que ton cancer a très mal viré, puis que c'est pas si simple que ce qu'on t'a annoncé au début. Donc là, on m'a dit qu'Isabelle allait me rappeler, puis qu'on allait regarder pour d'autres choses, d'autres traitements, etc. Et voilà, dans le fond, c'est pas mal ça pour les premiers résultats. Oui, ouais, je me rappelle, en fait, tu sais, l'historique, vu d'un point de vue externe, c'était une nouvelle, espoir, espoir détruit. Une autre nouvelle, un peu d'espoir, espoir détruit. Puis je me rappelle la conversation qu'on a eue, celle-là, elle n'avait pas été vraiment agréable comme résultat, en fait. Puis c'est passé quoi? Ça a été quoi le plan après ces mauvaises nouvelles-là, en fait, qui t'ont été amenées? Le plan d'après, dans le fond, on m'a recontacté donc assez rapidement pour replanifier une visite avec la première docteure donc en hémato-oncologie qui avait géré ma chimiothérapie. Oui. Et dans le fond, on a donc regardé pour un nouveau plan. Moi qui espérais ne plus jamais la voir, parce que forcément c'était positif si je la revoyais pas. Donc là, on me donne rendez-vous avec cette docteure. Docteur très optimiste et un entrée en scène assez spectaculaire qui me dit bonjour Cédric,
Tout d'abord, j'ai commencé par te dire une chose, c'est que tu ne guériras pas de ça. Donc ça commence fort. Ça commence à te mettre dans l'ambiance. Et donc après, on regarde elle m'explique un petit peu, etc. Puis là, elle me dit, ben, il va falloir que tu fasses de la chimio. Puis c'est un nouveau processus de chimio, c'est une nouvelle chimio. Elle m'explique un petit peu, dans le fond, que je vais avoir trois produits de chimiothérapie qui vont être injectés. Elle m'explique rapidement un petit peu c'est quoi. Et elle me dit que je vais faire de la chimio, dans le fond, aux 2 semaines. Tous les mercredis, mais aux 2 semaines. Pas tous les mercredis, mercredi aux 2 semaines. Et que dans le fond, ça va durer jusqu'à... Parce que je lui demande jusqu'à quand ça va durer, combien de temps je vais faire de la chimio. Puis elle m'explique jusqu'à ce que tu tiennes. Donc jusqu'à la fin. Sans me dire de date, forcément le délai, parce qu'on ne peut pas savoir. Mais dans le fond, ben, elle me dit jusqu'à la fin, l'autre il me dit que je finirai pas l'année, donc je me dis, ben, l'un dans l'autre, ça va être ça. On va essayer de toffer avec ça. Et donc je repars de là, je suis encore une fois super heureux et excessivement dévasté. C'est un peu difficile d'être positif, on Oui, s'entend. c'est très, très difficile. Et c'est là que intervient à chaque fois ma fabuleuse infirmière pivot. Donc en fait, à chaque fois que je vais voir le docteur, quasiment, j'appelle mon infirmière pivot, puis je lui demande qu'elle m'explique, parce qu'elle sait m'expliquer les choses d'une bonne façon, sans forcément donner de faux espoirs ou te dire n'importe quoi, mais elle m'explique les choses, puis elle me donne les possibilités de... Ben, la chimio, c'est possible qu'elle te fasse ça, etc. On espère qu'elle agisse comme ça sur ton corps, puis c'est ça les possibilités. Puis après, elle te dit aussi, tu sais, elle t'explique que c'est de la chimio palliative, donc c'est palliatif. Je peux pas te décrire exactement c'est quoi palliatif, ok? Comment je te vois avec tes yeux, là, me demande pas. C'est juste en fait pour essayer de te maintenir, de te stabiliser, puis de te faire perdurer le plus longtemps possible, on va dire. Donc elle m'explique que c'est de la chimio palliative, mais que c'est pas, entre guillemets, la dernière chance. Là. C'est Elle pas un dit, soin de confort, là. c'est ça, puis si cette chimio ne marche pas, on va regarder d'autres routes, d'autres possibilités. Tu sais. Elle m'explique que dans le fond, si cette chimio-là ne convient pas pour moi ou n'est pas assez efficace, il y a d'autres choses qui peuvent essayer. Donc, il va quand même avoir un suivi puis d'autres résultats qui vont Exactement, suivre. exactement. Donc elle me laisse quand même entrevoir, tu sais, comme je t'ai dit, c'est pas... Elle me donne pas elle me dit pas de trouble, tu sais, il te reste 8 ans, 2 ans. Tu sais, quand j'ai demandé au docteur, elle m'a dit, je sais pas, peut-être 3 mois. Donc, dans le fond, t'as des résultats tous les 3 mois, dans le fond. Donc, tous les 3 mois, j'ai un nouveau scan et des nouveaux résultats. Puis, on regarde qu'est-ce que ça donne, puis s'il y a des ajustements à faire, et si on continue dans ce sens-là, ou si on regarde autre chose. Donc, c'est ça qu'on m'explique. Et dans le fond, ben, je fais mes 3 mois de chimiothérapie, tout simplement. Et en fin octobre, j'ai mes premiers résultats de ma nouvelle chimiothérapie et mes premiers, on va dire, résultats positifs. Donc depuis le début, donc quasiment en 9 mois, c'était la première fois Mhm. qu'on me disait quelque chose de positif. C'est que ben, ma masse principale n'a pas évolué, n'a pas rétréci, n'a pas évolué, elle s'est stabilisée. Donc elle est restée à la grosseur d'après les rayons, la radiothérapie. Mais par contre, au niveau du foie, ça avait commencé à rétrécir. Ce qui est plutôt positif. Effectivement. Ça reste que j'ai des métastases, etc. Mais ça a commencé à rétrécir un petit peu, dont la plus grosse des métastases avait diminué de moitié. Et il y en a une qui avait quasiment disparu et une autre qui est encore là, mais qui a rétréci aussi. Là, j'ajouterais que tu avais quand même recommencé à t'alimenter normalement aussi entre-temps. Oui, entre-temps, en fait, vers fin août, plus capable de passer de nourriture par le tube du tout. Pas capable de m'alimenter toujours, mais des petites soupes ou des petites choses comme ça, ou des ensures, donc Mhm. des petits compléments liquides. Je continue à vomir parce que j'ai un inconfort. Moi, le moindre truc qui me dérange au niveau de la gorge, etc., c'est un inconfort. Donc un tube qui te passe en permanence et qui bouge dans ta gorge et qui te chatouille, là, moi, ça me fait vomir. Donc à un moment, j'ai vomi 3-4 fois d'affilée. Il y avait mon frère qui était là à ce moment-là. Et je l'ai regardé, puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Puis j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, puis j'ai vomi mon tube. Mon tube est ressorti par ma bouche.
Donc j'avais un bout par le nez, un bout par la bouche. Là, je regardais mon frère, tu sais, je suis comme, je fais quoi avec ça? Hein. Et, tu sais, et en même temps, je voyais, tu sais, qu'il y avait un endroit qui était vraiment noir sur le tube et percé. Donc j'ai compris par ça que dans le fond, tu sais, il était percé à peu près au niveau de la tumeur et que c'est pour ça que j'arrivais pas à m'alimenter par ce tube-là. Mhm. Parce que tu sais, ça rentre pas correctement, ça rentre pas normalement et j'imagine que ce trou-là, je l'ai pas de... Ça faisait longtemps que je l'avais. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à m'alimenter énormément et que j'ai beaucoup vomi et énormément perdu de poids. Et donc finalement, ben, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré par le nez pour le ressortir au complet. J'ai pas trop le choix, j'avais pas ravalé le truc. Donc j'ai tiré, puis je l'ai enlevé. Et le jour même, avec mon frère, on a commencé à faire des essais sur de la nourriture. Donc petit à petit, des petites affaires. Première chose que j'ai mangée, on est allé au McDo. J'ai pris des croquettes de poulet, puis j'ai enlevé la panure, puis j'ai Ouais. mangé des tout petits morceaux, puis j'ai réussi à manger, je sais pas, genre 2, 3 croquettes de poulet, mais c'était déjà un exploit. C'est la première fois que je Définitivement. remangeais du solide dans le fond, j'avais pas mangé de solide depuis mi-mars à peu près, Ouais. au moins mi-mars. C'était mon premier solide que je mangeais au mois d'août, mi-août, fin août. Donc c'était un exploit assez Oui. exceptionnel. Donc c'est ça. Et finalement, donc on revient un petit peu dans le temps. Donc en octobre, premier bon résultat positif. Je commençais à m'alimenter normalement, avoir moins de difficultés à manger parce que même après la période justement de plus avoir le tube, j'étais encore irrité à l'intérieur, etc. Et j'ai quand même de la difficulté à m'alimenter. Mais vers fin octobre, je commençais à pouvoir manger à peu près normalement, sans aller vomir parce que ça bouchait encore comme au début. Et donc, fin octobre, je commence à manger pas mal normalement et à plus vomir. En même temps que les premiers bons résultats. Exactement. Puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que là, j'en déduis que le processus s'est poursuivi en route vers Ouais, d'autres résultats. exactement. Donc, dans le fond, ben, le processus continue. Je fais de la chimio tous les 2 mercredis, encore aujourd'hui. J'ai eu un résultat en février, fin février, qui était encore positif. Donc, ça avait encore un petit peu réduit au niveau des tumeurs, enfin des métastases au niveau Mhm. de mon foie. C'était encore réduit, c'est pas disparu, mais il n'y a plus grand chose. Il y a plus grande trace. Il y en a encore un petit peu, mais plus grande trace. Et donc, c'est encore positif pour l'instant. Ouais. Je vais avoir un autre résultat aujourd'hui, donc actuellement, à la date qu'on parle. Dans un mois, je vais avoir un nouveau scan avec un nouveau résultat. Puis on va me donner nouveau processus ou nouvelle procédure, dépendamment des résultats qu'il va y avoir. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Mais là, aujourd'hui, au moment où on se parle, ça fait 2 semaines que je recommence à avoir quelques difficultés un petit peu à manger. Donc pareil, la nourriture, mais c'est vraiment le sec qui a du mal à passer. Là, ça fait 2 jours que ça va un petit peu mieux. Mais j'attends un appel de l'hôpital d'un jour à l'autre pour passer des nouveaux tests pour voir qu'est-ce qui causerait le problème. Actuellement, j'ai pas les réponses, donc je peux pas te dire pourquoi. Mais encore une fois, mon infirmière pivot, qui est formidable, m'a expliqué un petit peu le pourquoi et qu'est-ce qu'elle pense que ça pourrait être. C'est sûr que moi, immédiatement, ben, tu pars en mode panique. Donc moi, je panique ça y est, ça recommence, on recommence le Mhm. processus, ça fait 1 an, puis on recommence. Mais elle m'expliquait dans le fond que, puis entre parenthèses, j'ai passé à travers 2022, on est en Mhm. 2023. Effectivement. Donc, j'ai déjà déjoué un petit premier pronostic Mhm. qui n'était pas forcément glorieux, donc tant mieux. Et c'est ça, j'attends un appel pour vérifier qu'est-ce que ça pourrait être. Et de ce qu'elle me dit mon infirmière pivot, c'est que les conséquences de la radiothérapie, c'est ça sténose l'œsophage, ou la zone qui est ciblée. Sténoser, en fait, c'est que ça rigidifie. Donc ça voudrait dire que normalement, ton œsophage, en fait, il fait un mouvement comme ça pour faire Mhm. descendre ta nourriture. Et moi, déjà, le fait que j'ai eu beaucoup de traitements, etc., ben, tu sais, le mouvement est moins coordonné, donc forcément la nourriture descend moins facilement. Et là, c'est que les parois se sont rigidifiées, se sont un petit peu plus solidifiées. Donc le mouvement est beaucoup moins évident et la nourriture descend moins bien. Donc ça, c'est ce qu'elle me dit, qu'il pense que ça pourrait être le problème. Enfin, oui, le problème. Et donc, dépendamment de ce qu'on va voir, si
si ma paroi s'est un petit peu rétrécie ou trop rigidifiée, etc., il y a des solutions et des possibilités. Donc j'attends de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Puis au niveau des traitements palliatifs, en fait, tu sais, on a parlé des premiers symptômes que tu as eus, mais Mhm. ces nouveaux traitements-là, est-ce qu'ils ont amené des nouveaux symptômes ou des inconforts aussi? Oui, oui, ce nouveau traitement-là, en fait, il y a un produit on a arrêté il y a 2 mois, justement, de la chimio. Donc, je te dis qu'il y avait 3 produits. Oui. Il y en a un qu'on a arrêté parce que, en fait, il me donne des fourmillements au niveau aux extrémités. Donc là, en ce moment, j'ai des fourmis en permanence dans mes mains. Donc, les mains complètes. Et je n'ai plus de sensibilité au toucher. Donc, j'ai du mal à faire des choses simples comme nouer des boutons de chemise ou de t-shirt. Je n'y arrive pas, je suis incapable. J'ai plus de coordination non plus, tu sais, t'as plus de tactile, donc t'as plus de minutie, etc. Je peux plus du tout faire ça. Je commençais à avoir du mal aussi à manger avec des ustensiles. Manger avec des couverts, c'est assez dur. Puis des choses comme ça, un petit peu de perte d'équilibre aussi. Et donc on a arrêté ce produit-là avant que ça aille plus, que ça se dégrade beaucoup plus. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent finir avec une marchette ou quasiment en fauteuil roulant dans le fond parce qu'ils n'ont plus du tout d'équilibre. Donc, Puis ce que tu m'avais expliqué encore une fois avec ton infirmière pivot, c'est t'as amené de façon rationnelle et logique qu'il peut avoir des délais avant que tu retrouves ces sensibilités-là au lieu que exactement. de te laisser partir dans l'anxiété Ouais, dans totale et l'anxiété complète totale, et la tout à fait. panique. Ben là, en fait, justement, la semaine passée, on a reparlé de ça parce que ça fait 2 mois qu'on l'a arrêté. Puis pour l'instant, j'ai pas vraiment d'évolution. Donc, toujours, j'ai du mal. Ben, Je sais, ça comme fait un mois que j'ouvre les ouvrir canettes, là. les canettes, c'est toi qui me les as ouvertes. Ou même déboucher des bouchons de bouteille. Tu sais, je le sens pas quand je l'ai dans la main. C'est un petit peu désagréable. Ou prendre un verre d'eau, je le prends toujours à 2 mains pour être sûr de ne pas l'échapper. Ben là, j'ai dit que j'ai toujours pas récupéré, dans le fond, de sensations de ce côté-là. Et elle m'expliquait qu'il y a des gens que ça peut prendre 1 an avant de revenir. Donc, pour l'instant, il faut juste que je sois patient et que j'espère que ça va revenir. Parce que ça peut être aussi, ma docteure m'avait dit que ça peut être irréversible. Donc, je peux apparemment ne pas récupérer de sensations. Après, je sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais l'infirmière m'a dit que d'habitude, ça met à peu près 1 an. Donc, ça peut aller jusqu'à 1 an. Donc, Donc, ça prend quand même beaucoup de patience. exactement, tout à fait. Moi, dans le fond, t- l'objectif pour lequel tu as fait ce podcast-là, quand tu m'en as parlé, c'est le manque un peu de ressources qu'il va y avoir là-dedans. Exact. Euh, tu veux-tu m'en parler un peu, selon toi? Tu sais, c'est qu'est-ce qui t'a manqué comme ressource? Parce que là, tu me parles d'une ressource qui est ton infirmière pivot, mais Mhm. au-delà de ça, tu t'es retrouvé face à rien. Ce serait quoi les ressources, selon toi, qui manquaient et que tu aurais aimé avoir, en fait? Bah, dans le fond, on te laisse un petit peu à toi-même, entre guillemets. Tu sais, oui, il y a l'infirmière pivot qui est vraiment, sans elle, honnêtement, je ne serais pas dans l'état que je suis aujourd'hui. Puis je sais pas qu'est-ce qui sera arrivé, mais j'aurais moins vu les choses d'un côté positif ou rationnel, ou je me sentirais moins en sécurité, on va dire, moins bien entouré. Mais sauf que cette personne-là, tu sais, je vais pas l'appeler tous les jours, hein. J'essaie de moi me rassurer tout seul, de me convaincre que ça va, que c'est pas si grave, etc. Tu sais, pour pas justement l'appeler tous les jours. Donc tu sais, je dois l'appeler peut-être une fois par 3 semaines, une fois par mois. Là. Je l'appelle pas tant que ça. C'est ancien un petit peu plus avec la difficulté à manger. Mais c'est ça, je l'appelle pas tant que ça. Tu sais. J'essaie d'abord moi de me rationaliser, de comprendre les choses, etc. Puis de me parler tout seul. Mais c'est sûr que quand on te lance là-dedans, enfin quand tu tombes là-dedans, tu t'as pas de ressources, t'as pas de, tu sais, ils vont te donner un numéro je sais plus si c'est le camp ou quelque chose comme ça. En tout cas, tu sais, ils te donnent un site web Mhm. de Cancer Canada, etc. Mais on t'explique pas plus, tu sais. Qu'est-ce que tu vas vivre, tu sais, ce que tu vis, est-ce que c'est normal, etc. On te propose on te propose des psychologues, nutritionnistes, etc. pour t'aider. J'ai essayé le psychologue, j'ai eu 3 rendez-vous, puis tout ce qu'il me disait, c'est apprends à respirer pour te calmer, etc. Mais ça m'aide pas. Je sais respirer, merci. Euh, tu sais, c'est pas ça que j'ai besoin, c'est de comprendre les choses, de comprendre, c'est est-ce que ce qui m'arrive c'est normal? Est-ce que pas le cancer en tant que tel, c'est pas agréable pour personne, puis on souhaite ça à personne. Mais justement, tu sais, le manque de sensibilité dans les mains, tu sais, il a fallu que j'en parle pour qu'on m'en parle, puis qu'on Mhm. m'explique, puis
Tu sais, on ne dit pas tout, puis tu sais, c'est normal, à un moment donné, on ne peut pas passer 8 jours avec toi à tout expliquer, au moindre Mm. bobo de te dire. Mais je trouve qu'on manque d'une ressource externe ou d'informations pour comprendre, tu sais, de liens, de dire ben, je vais avoir tel cancer, je vais avoir tel traitement, donc tu sais, mes possibilités, c'est ça, c'est peut-être ça qui va m'arriver. De voir aussi du témoignage positif de personnes. Tu sais. Il y a des personnes qui se font opérer, puis que ça va super bien, et qui continuent à vivre 60 ans après, et qui sont en pleine forme. D'autres personnes qui ont des cas ben, moins agréables, mais que l'espoir est encore quand même plus ou moins possible, et que même si on me dit qu'on ne sait pas combien de temps il me reste, que peut-être 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être 8 mois, peut-être un an, peut-être 5 ans, aucune idée. Mais de garder ça positif, puis de voir que tout n'est pas terminé dans le fond. Tu sais, que quand on t'annonce que tu as un cancer, ben, on te donne le papier, puis on rentre chez toi, puis on te rappelle. Je trouve qu'il manque un accompagnement de ce Mm. côté-là. Tu sais. Encore une fois, l'infirmière pivot a un très beau rôle, puis elle t'aide beaucoup, mais c'est ça de pouvoir comprendre, d'avoir des témoignages de personnes, je trouve qu'on n'en a pas, puis on ne donne pas de. Tu sais, comme je te dis encore une fois, on te donne un numéro, tu peux appeler du monde, puis eux, ils essayent de te matcher avec quelqu'un que tu connais pas, puis que. Je trouve ça bizarre. Tu sais, c'est Mm. pas. C'est quoi ton objectif avec la démarche qu'on est en train de faire aujourd'hui? Ben, dans le fond, moi, j'avais fait un statut Facebook où j'expliquais un peu à travers quoi j'étais passé, donc un peu ce qu'on vient de faire, mais à l'écrit. Et j'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, ben, j'ai un proche qui vient d'apprendre qu'il a un cancer, ou un ami d'un ami qui a un cancer, est-ce qu'il peut venir te parler parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive, puis il est comme dans le néant, puis il a plein de questions à te poser pour comprendre ce qui lui arrive. Puis c'est là que je me suis dit, tu sais, comme moi, quand ça m'est arrivé, tu sais, j'avais pas de ressources ou pas de personne, tu sais, à qui en parler, qui a vécu ça. Et j'aurais voulu, tu sais, moi, personnellement, avoir justement, tu sais, avoir quelque chose, un support, un soutien ou quelque chose qui m'explique un petit peu plus ça. Donc, tu sais, je l'ai fait pour 2 personnes, tu sais, Mm. j'ai expliqué un petit peu à travers quoi moi j'étais passé, etc. Puis que c'est possible que tu ressentes telle affaire, puis c'est normal. Puis, tu sais, de faire confiance à son infirmière pivot, de pas rechercher. C'est des niaiseries, mais plein de petits trucs, de ne pas y chercher sur Internet, sur Doctissimo ou des conneries comme ça, là, qui vont te dire que tu tousses, donc tu as un cancer du pied, puis tu vas mourir demain. Des trucs qui n'ont aucun sens et aucun rapport. Hein. Donc, c'est ça, d'avoir plus de ressources et de choses qui peuvent te rassurer et te faire comprendre les choses. Et ça va même au-delà, tu sais, des personnes qui apprennent qu'ils ont un cancer, mais aussi l'entourage, de comprendre c'est quoi qu'on vit, tu sais, Mm. de comprendre ce qu'on vit, etc. Parce que de l'extérieur, tu sais, oui, ça peut faire peur aussi, etc. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on garde nous en dedans. Tu sais. Il y a beaucoup de choses que je partage pas forcément, tous les bobos, toutes les douleurs, tous les doutes que j'ai, Mm. tous les questionnements que j'ai à l'intérieur de moi et toutes les peurs qu'on peut avoir. Et c'est ça. C'est c'est pas mal tout ça. Donc mon but, c'est ça, ça serait de pouvoir aider un petit peu ces personnes-là à comprendre. Aussi bien l'entourage que les Mm. personnes qui vont avoir des maladies. Puis j'aurais une question finale, à moins que tu aies des choses que tu aimerais rajouter, mais globalement, tu sais, comment tu définirais ton processus d'acceptation du cancer, ta perception de la vie, la mort, ces choses-là, tu sais, à partir du jour 1 jusqu'à aujourd'hui? Tu as cheminé comment là-dedans? Ben, c'est toujours dur à vivre, c'est jamais facile, surtout quand tu sais pas. Quand tu sais pas combien de temps il peut te rester, entre guillemets. Puis je pense qu'aussi d'un côté, c'est bon de ne pas savoir, parce que, je veux dire, tu sais, si on te dit il te reste 2 mois, puis que tu ne veux pas forcément savoir qu'il te reste 2 mois. Tu sais. Mais on t'a déjà Mais dit qu'il te restait possiblement ben, c'est trois ça, on mois, m'a fait déjà dit qu'il me restait possiblement pas longtemps, donc de toute façon, je veux dire, il faut que j'apprenne à vivre avec et lâcher prise. C'est plus mon problème, à moi, personnel, de pas avoir le contrôle là-dessus. C'est plus dur pour moi, parce que j'aime ça être en contrôle de mes affaires, mais j'ai pas de contrôle sur ça. Le seul contrôle que j'ai, c'est d'espérer, de lutter, de me dire que je vais vivre encore quelques années, de belles années, que je vais encore pouvoir profiter de mon entourage, de ma filleule, que je vais voir grandir, des choses comme ça. Et, euh, et de dire que c'est pas fini. Il y a encore un chemin à faire. Et d'un autre côté, moi, mon objectif personnel, c'est d'essayer de résister, durer le plus longtemps possible pour que la médecine, qui avance énormément,
peut-être qu'ils vont finir par trouver quelque chose qui pourra me faire durer encore plus longtemps. Tu sais, je parle pas forcément de guérir parce qu'on me l'a dit plusieurs fois que je guérirais pas, mais de pouvoir me permettre de rester longtemps, puis le plus longtemps possible, tout simplement. Donc, est-ce que c'est 1 an, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 10 ans, je sais pas, mais on verra. J'ai pas de réponse là-dessus, malheureusement. Puis, à mon dernier rendez-vous avec la fameuse docteur, elle m'a rempli un papier. Puis, tu sais, au début, je te disais que j'étais dévasté à chaque fois que je sortais de là, etc. Mhm. Tu sais, c'est toujours un peu le cas. Mais à chaque fois, tu sais, tu as comme un petit rappel de ce qui t'arrive dans la vie. Là. Mhm. Puis, elle remplit des papiers pour nos assurances, pour mes assurances, pour continuer à avoir mes aides, etc. Au niveau financière. Et elle écrit, puis elle me le dit, maladie incurable. Puis là, tu sais, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai une joke qui est passée. Comme, de toute façon, j'avais pas comme objectif de devenir curé, tu sais. Donc, tu sais, c'est... Vaut mieux en rire qu'en pleurer, tu sais. Vaut mieux essayer pas de garder le positif, parce qu'il n'y a pas vraiment de positif, mais c'est un peu aussi le sens du podcast, tu sais, c'est de donner un sens un peu à ce que tu vis, de donner un sens à ce qui t'arrive, de transformer tout le négatif, en fait, pas forcément le transformer en positif, parce que, je veux dire, tu sais, on La dit que tu vas pensée mourir, tu magique, vas là. mourir, mais d'essayer de garder le positif et de te dire, tu sais, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à vivre, puis c'est ça, tu sais, donc de pas t'apitoyer sur ton sort, être enfermé en dedans, ça va pas t'aider à passer des bons moments ou à combattre mieux, etc. Donc C'est quand même il pas un faut, il faut processus qui se fait. réussir à en rire un petit peu de temps en temps. Oui, mais si on recule au début, même si tu avais dit ça, tu te serais pas cru toi-même. Oui, c'est sûr. Exactement. Mot de la fin, Cédric? Bah, c'est pas mal tout. J'espère que la vidéo est pas trop longue. J'espère que ça va aider des gens surtout. C'est vraiment mon objectif. Et au moins si ça peut aider juste une ou deux personnes, c'est à mieux rentrer dans ce processus-là, à mieux comprendre les choses, à voir moins négatif. Pour moi, c'est quelque chose de gagné. Tu sais, c'est vraiment mon objectif. Après, si ça peut aider plus de monde, tant mieux. Mais c'est ça, c'est de faire comprendre aux gens un petit peu toute la maladie. Puis, tu sais, il ne faut pas aussi parler à une personne qui a un cancer, puis tu es bien placé pour ça, là, de ne pas le prendre en pitié non plus, tu sais, de rester comme on est, puis de continuer des jokes, de rire, de profiter de la vie. Tu sais, il ne faut pas, ni moi ni toi, s'apitoyer l'un sur l'autre. Tu sais. Puis de ne pas t'empêcher non plus, tu sais, en tant que, on va dire, qu'accompagnant ou qu'entourage, de t'empêcher, tu sais, pas de vivre, mais tu sais, de t'exprimer aussi. Je veux dire, tu sais, comme je le dis souvent, j'ai pas le monopole de la douleur. Là. Je veux dire, tu sais, c'est-à-dire, si toi, il y a un truc qui va pas et que je te demande comment tu vas, ben, tu peux me dire qu'il y a un truc qui va pas. Tu sais, même si, pas faire, ouais, mais moi, contrairement à toi, tu sais, c'est pas si pire, etc. Mais par contre, il y en a qui vont dans l'opposé, qui chialent sur leur vie, puis qui se rendent pas forcément compte. Puis là, moi, je fais un petit peu le côté inverse, de dire, ouais, tu sais, ça pourrait être pire, genre, tu pourrais avoir un cancer. Encore une fois, tu sais, de le retourner en joke, de genre, regarde, Ah oui, mais c'est correct, là, c'est comme la tout. vie. C'est normal que on a tous tu sais, des moments difficiles, puis ça peut être une maladie, ça peut être une passe, ça peut être une dépression, ça peut être n'importe quoi, là. C'est normal, on vit tous des moments difficiles, puis c'est d'arriver à faire face à ça, d'arriver à faire front, puis d'en discuter avec ses amis, des proches, etc. Mm. Je pense que ça aide beaucoup aussi. Donc voilà, Merci, Cédric. merci à toi.